n'y a-t-il pas, d'une certaine façon, un marché mondial de la performance sportive, non pas individuelle, mais des équipes nationales? Parce que vous pouvez vendre à une nation l'idée qu'elle est très bonne parce qu'elle gagne beaucoup de médailles. Vous voyez, il y a un monsieur qui fait ça des fois, qui serait un peu dans cette logique. C'est-à-dire, la France est bonne parce qu'on est compétitif, mais on peut l'être dans le sport. Et donc, en effet, on peut se poser vraiment la question, et des économistes ont répondu que ça a un sens de parler d'une sorte de marché des performances sportives mondiales. C'est-à-dire, il n'est pas indifférent, ni sur le plan de la notoriété, ni sur le plan de, comment dirais-je, du bien-être national, ni bien sûr sur le plan économique. Il n'est pas indifférent que ce soit l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde de foot en 1998, ou pour les Chinois, que ce soit la Chine qui remporte le plus de médailles en 2008 aux Jeux de Pékin. Et alors immédiatement, l'économiste se pose la question suivante qui est, alors si ça fonctionne comme ça, si ce n'est pas complètement neutre d'un point de vue économique, deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas des déterminants économiques de ces performances? Bon, pas de la performance individuelle, encore que. Un athlète qui est bien nourri, bien payé, etc., il va être peut-être plus performant que celui qui court pieds nus, etc. Donc ça pourrait même marcher au niveau individuel. Mais au niveau des nations, l'idée c'est est-ce que toutes les nations se trouvent dans un idéal coubertinien, elles sont toutes égales au départ. Et ça, un économiste ne peut pas y croire. Parce que dans les 200 nations du monde, il y en a qui sont très développées, il y en a qui sont développées, il y en a qui sont moyennement développées, il y en a qui sont sous-développées. Et quand on regarde le tableau des médailles, qui est-ce qui gagne? Les 3/4 des médailles vont aux pays développés. Dans plusieurs études, on a montré, y compris dans les miennes, qu'il y avait une très bonne corrélation entre l'argent affecté au sport par l'État, parce que l'État peut l'affecter à, je sais pas quoi, au sport de masse, etc., et puis aussi au sport de haut niveau. Donc il y avait une très forte corrélation entre l'importance des fonds affectés au sport de haut niveau et le nombre de médailles olympiques gagnées, par exemple. Donc ça montre bien que l'État a cette préoccupation. Et puis alors, une deuxième, pour répondre à l'autre aspect de votre question, y a-t-il un homme politique qui aurait le courage de changer un peu cet état de choses? J'ai le pessimisme de penser que non. Juste une anecdote, alors c'était pas en Europe, c'était en Afrique, mais l'UNESCO m'a un jour demandé de faire une conférence devant les ministres africains des sports en 1992. Et j'ai suggéré que pour développer le sport en Afrique, les ministres en question auraient mieux fait de mettre plus d'argent dans le sport pour tous, pour le dire brièvement, et dans les équipements sportifs pour tous, plutôt que dans la recherche de gains de performance dans les compétitions internationales. 50 ministres ont pris la parole sur le thème « Comment un représentant du pays de Pierre de Coubertin est-il capable de nous faire une telle suggestion ?» Voilà, donc... et on utilisera éventuellement même Pierre de Coubertin pour maintenir l'état de choses ambiant. Les valeurs du sport, oui, finalement, sont réintégrées par la société. Oui, et il y a une sorte d'homologie, en effet, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le mot qu'aurait utilisé Michel Serres, mais entre la société et le sport. Il y a à la fois la méritocratie qui s'est développée un peu partout. Or, le sport, surtout professionnel, est assez méritocratique. Il y a la concentration des gains. Par exemple, il y a eu un livre d'économie aux États-Unis qui a été écrit sous le titre « The Winner Take All ». C'est-à-dire le vainqueur gagne tout. Et le sport fonctionne dans cette logique. On essaye d'être le vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on ne gagnera pas tout, mais on gagnera la part la plus substantielle. Il faut être qualifié en Champions League parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et la société fonctionne comme ça. La crise financière dans laquelle on est résulte également du fait que les banques, les traders, les spéculateurs sont des gens qui fonctionnent au winner take all. Je dois gagner mon pari sur le cours de l'euro, ou je dois gagner mon pari sur les prêts aux ménages américains pour qu'ils s'achètent des logements, et je vais moins m'enrichir, quoi qu'il arrive par ailleurs. Et c'est une logique, pour certains économistes dont je fais partie, qui est un peu désastreuse. Enfin, je veux dire, ça ne donne pas une vue de notre société et de son avenir qui soit très, très prometteuse, disons.
Économiquement, les grandes manifestations sportives, comme les Jeux Olympiques par exemple, sont déficitaires. Souvent. Souvent déficitaires. On peut prévoir que les prochains Jeux le seront. À Londres, oui, ils le sont déjà. Et il y a une expression anglaise qui parle de la malchance Oui, de celui la qui remporte, malédiction la du malédiction gagnant. de celui qui Winner's remporte les curse. enchères. Voilà, alors, les économistes ne le disent qu'en anglais. Quand il y a une mathématisation et une anglicisation de l'économie, et donc de l'économie du sport. Donc le winner's curse. Et voilà d'ailleurs le stade, ou la malédiction le stade de Londres du gagnant. Alors ça vaut, comme vous l'avez souligné dans votre question, ça vaut surtout pour les grands événements sportifs. Mais à la limite, ça peut s'appliquer même pour l'organisation d'un événement local. Mais ça ne prendra pas la même ampleur. Alors quelle est l'idée de cette malédiction du gagnant? C'est que, prenons le cas des Jeux Olympiques que vous avez pris comme référence. Bon, les Jeux Olympiques, ils sont attribués selon un système qui est le suivant, qui est connu. Le CIO dit, en 2012, on veut organiser la prochaine Olympiade, c'est tous les 4 ans, donc ça tombe en 2012. Qui est candidat? Alors, avant les années 70 à la question qui est candidat, il y avait une dizaine de villes qui se précipitaient en disant on veut organiser les Jeux. Bon. Et puis dans les années 80, ça a changé parce qu'il y a eu un grand désastre qui sont les Jeux de Montréal, qui ont eu un déficit record de 1 milliard de dollars environ ou un peu plus. Et alors là, le nombre des candidats s'est réduit. Et en 1900, enfin pour les Jeux de 84, le CIO a dû, alors qui était attribué vers la fin des années 70, le CIO a dû supplier une ville qui s'avère être Los Angeles d'accepter d'accueillir les Jeux. C'est la seule fois où le CIO a dû dire « s'il vous plaît, on veut une ville ». Parce que d'habitude, il y en avait plein, il y avait plein de concurrents. Et puis Los Angeles, ayant démontré qu'on pouvait ne pas être déficitaire, parce que les Jeux de Los Angeles n'ont pas été déficitaires, de nouveau, les candidatures, le nombre des candidatures a augmenté. Et donc, aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 villes selon les Jeux, qu'ils soient d'hiver, d'été, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le CIO dit « Ah, vous êtes 5 ou 10 candidats. Bon, ben, vous avez jusqu'à telle date pour me présenter un projet. Et on prendra le meilleur. » Enfin, en tous les cas, les 100 et quelques membres du CIO voteront sur l'une des villes, plutôt que les 3 autres, ou les 4, enfin Londres contre Paris, par exemple, voilà, ou Madrid, mais au vu des projets. Alors, il est parfaitement naturel, et ça s'appelle un processus d'enchère. Ça ressemble à un processus d'enchère. On dit pas, on ne met pas au vote toutes les 30 secondes, mais à la fin, il y a des gens qui vont voter en comparant la qualité des projets. Et donc, les villes ont tout intérêt à présenter des projets qui apparaissent les plus, je dirais, mirobolants ou mirifiques. C'est-à-dire les plus beaux jeux possibles, parce que ça, c'est ce que veut le CIO, les plus beaux jeux possibles, mais depuis Montréal, les plus beaux jeux qui coûtent le moins cher possible. Donc il y a une emphase qui est mise dans les études préalables sur les bénéfices, les résultats positifs des jeux, la beauté, la qualité des jeux. Mais d'un autre côté, il y a une sous-estimation systématique des coûts. Alors dans le cas de Londres, il est connu, comme c'est avéré, je peux le dire, c'est déjà médiatique, donc ce n'est pas un scoop. On n'avait pas compté le coût des Paralympiques dans le dossier de Londres. Ah oui, mais les autres villes avaient mis les Paralympiques. Ça coûte les Paralympiques, c'est pas énorme, mais ça coûte. On n'avait pas compté la TVA, tiens, on avait oublié la TVA dans le bilan des Jeux de Londres. Londres a gagné. Il y a une autre dimension que j'aimerais souligner parce qu'il me semble qu'elle apparaît aujourd'hui dans la société, qui fait que parfois je me pose la question de savoir si on est encore dans le capitalisme ou si on n'est pas dans un système postérieur, malheureusement pire que le capitalisme. C'est ce fameux système où le gagnant gagne tout. Voilà, ça fonctionne comme ça. J'élimine tous les autres et je les élimine éventuellement par des procédés pas corrects. C'est-à-dire je ne joue pas les règles. Voilà, mon problème, c'est que l'avenir du jeu, c'est que ça peut devenir un jeu qui n'est pas joué selon ses règles, par les gagnants. Voilà. Et les gagnants seront systématiquement ceux qui contournent les règles ou les transgressent ou qui imposent leurs règles. Ou qui les imposent. Mais imposer sa règle, c'est en fait imposer au départ une règle informelle à un milieu qui a des règles formelles,
puis éventuellement après réussir à la formaliser. Et on voit ça dans la finance. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la finance. J'ai un peu l'impression, ou j'ai peur en tous les cas, que ce soit ça qui se passe dans le sport. Et puis la dernière dimension du jeu futur, c'est qu'il y a une tendance aussi au jeu de plus en plus virtuel. On va jouer les matchs de foot à la maison, sur son écran d'ordinateur. C'est une tendance qui risque aussi de nuire au sport vrai, c'est pratiqué sur un terrain, disons.